Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Ces entrepreneurs qui, quoi qu'il arrive, savent rebondir. Dans un instant, Sébastien Spetch nous dira comment il a rebondi après l'incendie de son unité de production. Quel courage! On en parle dans un instant, mais tout de suite, place à l'actualité des PME dans nos territoires. En Vendée, l'entreprise Alégina veut ouvrir une usine de 10 000 m² pour recycler encore plus de coquilles d'huîtres. Elle transforme ses déchets en coquilles de porcelaine pour les arts de la table ou encore en pavés drainants pour nos places dans les villages par exemple. Le projet prometteur devrait coûter 12 millions d'euros. À Abbeville, dans la Somme, la société Gerlon, spécialiste des produits d'entretien, se lance dans les produits ménagers naturels. L'entreprise familiale vient d'investir 1,1 million d'euros dans sa nouvelle ligne de production pour son nouveau produit d'entretien vert avec un vinaigre ultra concentré à diluer soi-même. Allez, nous partons exceptionnellement aux États-Unis où l'entreprise Aurora teste actuellement ses camions autonomes sur les routes du Texas. Pour l'heure, il y a bien des conducteurs prêts à intervenir, mais l'objectif est de supprimer ces conducteurs de camions robots d'ici la fin de l'année 2025. Allez, nous partons tout de suite en région parisienne pour retrouver notre invité Sébastien Specht. Bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes l'un des fondateurs de la Boissonnerie de Paris avec sa marque Borderline qui va d'ailleurs changer de nom. Alors il s'est passé beaucoup de choses chez vous, dans votre entreprise notamment, puisque peu avant l'été, si ma mémoire est bonne, un incendie a obligé l'entreprise et ses équipes à arrêter complètement la production de vos boissons sans alcool sous la marque Borderline. Vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a cessé l'activité? C'est le bâtiment voisin qui a brûlé, mais comme c'est deux bâtiments mitoyens, alors dans un premier temps, on a cru échapper au pire parce que notre bâtiment n'était pas directement touché par les flammes, mais quand c'est un incendie de grande ampleur, les structures de bâtiments sont abîmées, la toiture est abîmée, donc il y a rapidement des risques d'effondrement, et donc qui dit risque d'effondrement dit qu'on arrête d'exploiter pour protéger nos machines et puis surtout nos salariés qui ne pouvaient plus produire sans risque. Donc on était obligé d'arrêter totalement la production de manière brutale et au pire moment, puisque c'était le printemps, le moment où la saisonnalité arrive pour nous. Période toujours un peu compliquée, j'imagine, relation avec les clients, relation avec les fournisseurs, relation avec vos propres collaborateurs également, qui sont au chômage technique durant plusieurs mois. Là aussi, ça n'a pas dû être simple. On parlera de l'après dans un instant, mais là, cette période-là qui était totalement floue. Finalement, on a eu un peu l'impression, moi j'ai eu l'impression de revivre ce qu'on a vécu au moment du Covid avec le confinement, où tout s'arrête d'un coup. Et c'est un peu la même chose, sauf que là, on l'a fait tout seul dans notre coin. Nos concurrents ont continué à aller livrer les clients et nos clients ont continué à rester ouverts. Donc évidemment, il y a du chômage technique pour nos équipes qui ne peuvent plus travailler. Et évidemment, il faut communiquer auprès de nos clients, leur dire désolé, on ne pourra plus vous livrer. On ne sait pas jusqu'à quand, mais on ne peut pas vous livrer tout de suite et on va essayer de faire le maximum pour revenir le plus vite possible. On met en place une stratégie pour trouver un nouveau lieu de production, pour que les assurances fassent leur job et surtout pour redémarrer le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va voir comment vous avez redémarré, mais j'imagine que vous vous êtes posé de nombreuses questions presque naturelles. Est-ce que cela vous a traversé l'esprit de vous dire « j'arrête tout » ? Alors, quand on a un sinistre comme ça qui arrive, au-delà du moment d'émotion, parce qu'il y a le moment d'émotion quand le téléphone sonne à 6 h du matin avec une vidéo où il y a des flammes sur tout le bâtiment et on se dit qu'est-ce que je fais de ma boîte? Et 14 ans, moi j'ai monté ça sorti d'école, donc c'est un peu toute ma vie professionnelle. Donc on a mis toutes ces tripes là-dedans et on se dit ok, on a fait un joli travail jusqu'à présent, on l'a fait pas mal à la sueur de notre front parce que c'était pas toujours facile et il y a eu pas mal de moments compliqués. Mais on a quand même réussi à construire quelque chose de beau. Et là, il faut tout reconstruire. Tout est par terre, il faut tout reconstruire. Donc, on se dit, OK, est-ce que je le fais? Est-ce qu'on a encore l'énergie? Est-ce qu'on a encore l'envie? Et si je re-signe, on re-signe pour un nouveau bail de 14 ans ou de 10 ans. Donc, on se pose vraiment la question et je me suis vraiment posé la question de est-ce que c'est pas un signe? Est-ce que peut-être que je pourrais faire autre chose et peut-être que j'ai envie de faire autre chose? Donc, je me suis posé la question et finalement, j'ai trouvé une autre réponse qui était de me dire
OK, je sais ce qu'on a raté, je sais là où on est moins bon. Il y a pas souvent on n'a pas souvent l'occasion de faire un reset dans une vie pro et dans la vie d'une boîte. Et là, cet incendie, c'est un peu un reset. Et c'est un reset sans repartir de zéro parce que les clients, on les a, on a un savoir-faire, on a des produits, donc on fait un reset, on enlève des choses, où on était moins bon et on essaie de s'améliorer sur un certain nombre d'autres choses. Et donc on revient, mais on revient en ayant retravaillé notre offre, nos produits, notre marque. Donc on revient avec de l'énergie et de l'envie, et c'est tout ça qui du coup m'a permis de me remettre en selle avec beaucoup d'envie. Eh oui, beaucoup d'envie et de longs échanges avec les assureurs, j'imagine, pour redémarrer et avoir toujours un peu de trésorerie, car même une entreprise à l'arrêt paie des charges, il faut le savoir. Mais parlons de cette rentrée marquante avec donc de nouveaux locaux pour vous. Ils sont à Mantes-la-Jolie désormais et non plus à Saint-Denis. Voilà, vous avez déménagé pour prendre plus grand. Et j'imagine que cette rentrée sera marquée par un lot de nouveautés. On va effectivement, il y a une grosse partie communication, alors celle qui est visible sur les réseaux, mais surtout celle qui est invisible, c'est auprès de nos clients restaurateurs, nos clients grossistes, qu'on essaye d'accompagner au mieux parce qu'évidemment, eux, dans cet intervalle, ben, soit certains, ils ont joué le jeu et nous dit: «On vous attend parce qu'on vous faites des produits qu'on trouve nulle part ailleurs», donc notamment sur nos mocktails, ben, ils trouvent pas ça ailleurs, donc ils nous attendent. Mais sur nos pur jus, nos nectars, nos infusions, nos thés glacés, certains, ils sont allés chez la concurrence et c'est normal, ils ont besoin de servir leurs clients. Donc, tout le travail, il va être surtout commercial et surtout communication auprès de nos clients pour reprendre le plus vite les parts de marché. Donc voilà, là, on a restructuré toute notre offre autour de 3 gammes, toutes sous la même marque. Et je peux vous le révéler là, la marque s'appelle Maison Specht désormais. Specht en allemand, je suis d'origine alsacienne, mais Specht, c'est un mot allemand, ça veut dire piver. Le piver, il tape sur l'arbre sans s'arrêter jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Et donc, ça correspondait assez bien à ce qui est notre ADN et la façon dont on a de faire notre métier. Donc on a trouvé avec l'agence qui nous a accompagnés que Maison Specht correspondait très bien à nos valeurs. Voilà donc pour cette nouvelle marque Maison Specht désormais. Bravo pour votre courage et pour avoir tenu le coup face à une concurrence féroce dans ce domaine, il faut bien le dire. Merci beaucoup Sébastien. La récolte de blé en 2024, en attendant les résultats définitifs, il apparaît depuis plusieurs semaines qu'elle sera la plus faible depuis 40 ans selon le ministère de l'Agriculture. Plusieurs dizaines de milliers d'euros seront perdus par les producteurs. La conséquence d'une année fortement pluvieuse. Nous allons en Bretagne avec ce reportage de TBO. Le mois d'août sonne la fin de la moisson. Cette année, la récolte est la plus mauvaise depuis 40 ans selon le ministère de l'Agriculture. En cause, la météo. Et aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas dans le passé. Les événements climatiques sont quand même beaucoup plus marqués. Des fortes précipitations, quand ça tombe, on peut avoir des 50 mm en 24 heures. Et puis des périodes qui s'étendent. On peut avoir des grandes périodes de sécheresse et puis des grandes périodes de pluie, quoi. Depuis le mois d'octobre, ce sont l'équivalent de 16 mois de précipitations qui sont tombés en Bretagne. Un phénomène qui risque de devenir plus régulier à cause du dérèglement climatique. Et on va en fait quitter ce crachin breton pour avoir des précipitations de plus en plus abondantes, parce que l'atmosphère étant de plus en plus chaude, elle peut stocker davantage d'eau, et c'est de là que les précipitations seront les plus abondantes. Donc on aura deux périodes, une période hivernale où le temps sera plus humide, et une période estivale où le temps sera plus sec. Ça va être vraiment difficile de quantifier comment on pourra s'adapter, notamment sur le plan agricole. Des pluies qui ralentissent la récolte du blé, selon Christophe Dervé. Il ne nous manque pas beaucoup, il nous faudrait 2 jours de beau temps et puis la récolte serait terminée. Mais on n'arrive pas à avoir ces 2 jours de beau temps avec suffisamment de temps sec, quoi. Actuellement, les hygrométries sont trop importantes. À cela s'ajoute un manque de rendement des épis et une baisse de la qualité du blé. Alors les volumes les récoltes sont moindres que d'habitude. On a fait des 40 quintaux hectares en blé, 50, 60. Dans certains cas, c'est 50% de perte, entre 30 et 50% de perte. Malgré une baisse de 24% de la production au niveau national par rapport à l'année dernière, le prix du blé, lui, devrait rester stable et ne devrait pas augmenter au regret des agriculteurs. Allez, nous partons dans l'Aube, où il y a 9 ans, Elsa, à la tête de 23 hectares de terres agricoles, a eu l'idée de valoriser sa production de céréales en fabriquant des pâtes. Direction la ferme des Trois-Vallons, un reportage de Canal 32. Depuis le déménagement de son atelier de fabrication à Bar-sur-Seine en mai dernier,
La marque de pâtes, la ferme des Trois Vallons, connaît un nouvel élan. Pour la fondatrice, Elsa Seller, ce site plus accessible facilite le retrait des commandes et les expéditions via la boutique en ligne. L'idée de s'installer à Bar-sur-Seine, c'est avant tout de pouvoir être accessible, c'est-à-dire venir chercher sa commande, pouvoir acheter en vrac, donc un petit geste écologique quand même, pouvoir se passer des emballages. Les consommateurs doivent prendre conscience qu'on peut se nourrir localement. Pour attirer davantage de clients, Elsa propose désormais des ateliers de fabrication de pâtes sur réservation, ouverts aux scolaires et aux particuliers. Et le lendemain, une fois que c'était sec, au marché de Bar-sur-Seine, là où mon mari est présent tous les vendredis, cette cliente a récupéré les pâtes que ses petits-enfants et elle ont fabriquées. Et elles auront forcément un goût encore meilleur. En plus de ces ateliers, la Pastière Auboise lance des collections en série limitée avec des pâtes à gluten réduit ou aromatisées. On va faire des pâtes aux épices, des pâtes avec du jus de carotte et du curcuma, des pâtes à la spiruline. Il y a toujours un plus alimentaire au niveau nutritionnel et ça apporte de la couleur et du goût. C'est pertinent et c'est aussi ce que les consommateurs nous demandent. Ce déménagement était aussi nécessaire pour atteindre l'objectif de doubler la capacité de production et atteindre 12 à 15 tonnes de pâtes par an avec l'appui de son mari. Le couple misait sur le développement des circuits courts pour gagner de nouvelles parts de marché, notamment dans les cantines scolaires et les EHPAD. Les résultats restent en deçà des attentes. Je comprends que ce soit difficile pour les gestionnaires d'établissements. Il y a tout de même une loi qui est passée qui s'appelle la loi Egalim. Je constate qu'elle est difficile à appliquer. Donc nous, par exemple, nous sommes inscrits sur la plateforme Manger Local, qui est gérée par le département. Une commande, 15 kilos, depuis 1 an. On avait gardé des volumes de matières premières qu'on devait consacrer à ce débouché. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une déception. Pour augmenter les volumes, la gérante et agricultrice explore de nouveaux services sollicités par des grossistes et entreprises intéressées par les produits locaux. Puisqu'aujourd'hui, la grande distribution choisit d'exploiter ce créneau-là, nous, on a besoin de vendre. Donc, on a créé une autre marque pour 3 formes de pâtes seulement qui sont vendues dans toute la région Grand Est via notre grossiste. Depuis un petit mois, on propose de la prestation, comme ici le moulin de Chana en Savoie qui fait de la noix et de la noisette. Nous, on mélange à notre semoule, on fait des pâtes avec et ensuite, le professionnel nous achète les pâtes et les revend chez lui. Toujours innovant, Elsa et son mari prévoient de développer de nouvelles recettes de pâtes et envisagent de proposer, à moyen terme, de la farine et du pain fabriqués dans leur atelier. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission, bien entendu, sur le site internet de votre télévision locale, également sur celui de l'émission. Et vous pouvez également nous écouter en audio podcast ou sur quelques radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.